La police de Philadelphie reste bouche bée quand, en ce début d'année 1987, une jeune femme leur dit qu'elle vient de s'échapper de pas moins de 4 mois de séquestration et de torture au 3520 North Marshall Street et que 3 autres femmes sont encore captives tandis que 2 autres sont déjà mortes. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Gary Michael Heidnik est né le 22 novembre 1943 à Eastlake, dans l'Ohio. Il est le fils aîné de Michael et Helen Heidnik, qui auront par la suite un deuxième garçon nommé Terry. Quand Gary a 2 ans, ses parents divorcent sur demande de son père suite à une altercation entre eux. Michael déclara que la mère de ses enfants était alcoolique. Les 2 garçons vivront avec leur mère jusqu'aux 4 ans de Gary, et à partir de cet âge, ce sera leur père et sa nouvelle femme qui auront leur garde exclusive. Gary prétendra par la suite avoir été émotionnellement abusé par son père et à de nombreuses reprises. On nous rapporte à titre d'exemple que plus jeune, il souffrait d'énurésie et que son père, qui ne le supportait pas, exposait ses draps tachés d'urine à la fenêtre devant tout le voisinage dans le but de l'humilier. Michael niera avoir abusé de son fils de quelque manière que ce soit. Chez Gary, on peut donc repérer plusieurs points qui sont communs à beaucoup de criminels, notamment à un certain nombre de tueurs en série. On a l'énurésie, dont était aussi touché Albert Fish par exemple, mais on observe également un certain attrait pour la souffrance animale qu'on retrouvera notamment chez Ed Kemper. Ces caractéristiques sont 2 des 3 composantes de la triade McDonald que l'on connaît tous aujourd'hui. Cependant, cette théorie selon laquelle la cruauté envers les animaux, l'énurésie et la création d'incendies sont des facteurs prédictifs de comportements antisociaux et de tendances violentes s'est vue vivement critiquée et sa validité remise en question. D'autre part, on sait que Gary a subi une importante chute durant son enfance qui lui laissera d'ailleurs une déformation crânienne. C'est aussi quelque chose qui est très commun dans la population criminelle. On peut citer par exemple le tueur en série Eric Edgar Cook, qui suite aux violences de son père avait subi de nombreuses blessures crâniennes et qu'on suspectait d'avoir des lésions cérébrales. À l'école, Gary Heidnik est un enfant qui est harcelé, moqué et très peu intégré au sein de ses camarades, mais son côté solitaire ne l'empêchera pas du tout de réussir scolairement parlant. Plus tard, on déterminera qu'il possède un QI se situant entre 130 et 148, soit un quotient intellectuel exceptionnellement élevé. À l'âge de 14 ans, il s'engage dans la Stoughton Military Academy et y restera durant 2 ans avant de rejoindre l'armée de terre à l'âge de 17 ans et d'y servir pendant à peu près 13 mois. Son instructeur le qualifiera d'ailleurs d'excellent élément. Suite à cette expérience, il tentera de rejoindre la police militaire sans succès. Courant août 1962, Gary Heidnik sera reçu par un neurologue qui détectera chez lui un certain nombre de symptômes inquiétants et qui lui prescrira de la trifluopérazine, un antipsychotique. En octobre de cette même année, Gary Heidnik recevra le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde et sera démis de ses fonctions militaires. Le trouble de la personnalité schizoïde renvoie à un détachement et à un désintérêt pour les relations sociales.
On relève aussi une indifférence face au jugement d'autrui, une forte préférence pour les activités solitaires, peu ou aucun intérêt pour la sexualité, et enfin une froideur émotionnelle, un détachement ou un émoussement affectif. Les personnes touchées par ce trouble peuvent paraître égocentriques et socialement maladroites. Elles auront tendance à être isolées par non-intérêt pour les rapports sociaux et à éprouver des émotions moins variées et moins intenses que la plupart des gens. Elles se perçoivent comme autonomes, autosuffisantes et ont tendance à voir les autres comme intrusifs et interférant avec leur liberté. C'est un trouble de la personnalité que l'on retrouve assez fréquemment chez les auteurs dits sadiques, notamment chez les meurtriers sexuels. Concernant le cas de Heidnik, plusieurs personnes, dont le procureur Charlie Gallagher, remettront en cause la véracité du trouble, pensant qu'il a tout simplement simulé les symptômes dans le but d'obtenir une décharge médicale ainsi qu'une pension d'invalidité qui s'élèvera d'ailleurs à $2000 par mois. Heidnik sera par la suite embauché en tant qu'infirmier et suivra des cours à l'université de Pennsylvanie durant un semestre. Après ça, il travaillera à l'hôpital des anciens vétérans à Coatesville, mais il sera renvoyé pour comportement agressif envers les patients et manque d'assiduité. Gary, indépendamment de son activité professionnelle dans le milieu médical, fera de nombreux séjours en hôpital psychiatrique au cours de sa vie et tentera de mettre fin à ses jours à pas moins de 13 reprises. Terry, son frère, connaîtra d'ailleurs les mêmes épreuves. En 1970, Helen, sa mère, qui était atteinte d'un cancer des os et souffrait encore d'alcoolisme, se suicide en consommant du chlorure de mercure. On retrouvera son corps au sous-sol de son domicile. L'année suivante, en 1971, Gary Heidnik fonde sa propre église qu'il nomme United Church of the Ministers of God. Il gagnera grâce à elle et à ses nombreux placements et investissements dans des entreprises comme Playboy par exemple, pas moins de $500,000 en quelques années seulement. Dès 1976, les problèmes arrivent, puisqu'Heidnik est accusé d'agression aggravée et de port d'armes illégales. En parallèle, des rumeurs au sujet d'abus sexuels sur des membres de son église mentalement handicapés naissent. 2 ans plus tard, Gary signera une autorisation de sortie au sein d'une institution pour personnes atteintes de handicaps mentaux à Penn Township pour Alberta Davidson, la sœur de sa copine de l'époque. Après l'avoir kidnappée, il la séquestre pendant 10 jours. La victime sera retrouvée et emmenée à l'hôpital. On y apprendra qu'elle a été torturée et violée, contractant de ce fait une gonorrhée, une IST plus connue sous le nom de Shotpiss. Heidnik sera arrêté et reconnu coupable d'enlèvement, viol, séquestration et rapports sexuels déviants. Il écopera de 7 ans d'emprisonnement, mais sa peine sera revue en appel et Gary ne fera que 3 ans dans une institution pour patients atteints de troubles mentaux, durant lesquels il passera d'ailleurs 2 ans muré dans le silence, expliquant que Satan aurait coincé un cookie dans sa gorge, l'empêchant ainsi de communiquer. Il sortira donc en avril 1983. Malgré ses problèmes psychologiques, Gary est plutôt intégré dans la société et réussit à séduire. En 1985, il fait venir des Philippines sa petite amie, Betty Disto, avec qui il correspond depuis maintenant 2 ans grâce à un service matrimonial. La jeune femme de 22 ans le rejoint donc en septembre et le couple se marie à Elkton, dans le Maryland, le 3 octobre 1985. Cependant, leur relation se détériore très rapidement. Heidnik l'aurait forcé à le regarder pendant qu'il avait des relations sexuelles avec d'autres femmes. Il sera aussi accusé de viol conjugal et d'abus physiques sur son épouse. Betty finit par quitter son mari en janvier 1986, mais ne se présentera pas à l'audience préliminaire concernant les faits dont on accuse Heidnik, ce qui aura, pour conséquence, l'abandon des charges à son encontre. Heidnik apprendra l'année suivante, en 1987 donc, lorsque Betty lui demandera une pension alimentaire,
qu'il avait eu un fils prénommé Jesse John Disto. En réalité, Gary avait déjà 2 enfants, tous 2 placés en foyer d'accueil. Il n'aura donc la garde d'aucun de ses 3 enfants. Gary Heidnik finira par s'acheter une maison dans le ghetto de Philadelphie, dans laquelle il s'installera donc seul. Le 26 novembre 1986 au soir, Heidnik se rend dans le centre-ville de Philadelphie à la recherche d'une prostituée et tombe sur une jeune femme de 25 ans nommée Josefina Rivera. Initialement, elle ne devait pas être dehors, mais était sortie travailler suite à une dispute avec son copain de l'époque. Elle déclarera plus tard « J'aurais aimé ne pas sortir ce soir-là ». En voyant la voiture d'Heidnik et ses bijoux, elle se sent en confiance et commence à négocier un prix avec son client. Elle finit par monter dans sa voiture et ils partent prendre un café dans un McDo avant de se rendre chez Heidnik. Une fois là-bas, Josefina est surprise par l'intérieur de la maison. Il n'y avait presque aucun meuble, un mur était couvert de pennies et le couloir qui menait à la chambre était recouvert de billets de 1 et 5 $. Après qu'ils aient eu des relations sexuelles qu'Heidnik paiera 20 $, et quand Josefina est sur le point de se lever pour aller récupérer ses vêtements, Heidnik commence à l'étrangler par derrière. Il la menotte, scelle les menottes avec de la colle et l'emmène nue au sous-sol. Là, il la fait entrer dans une fosse préalablement creusée dans le sol et tente de la refermer, mais Josefina ne tient pas à l'intérieur. Il la frappe alors à l'aide d'une planche de bois qui servait de couvercle jusqu'à réussir à les faire entrer totalement. Il recouvre la planche de sacs de sable et la laissera là plus d'une journée entière. Josefina dira « Je n'avais pas d'espace pour bouger. Il revient en bas, il me tire en dehors du trou par les cheveux et il me bat avec un bâton, puis il me repousse dedans. Je suis restée ici pendant un long moment. Je sais que je suis restée pendant au moins 27 heures grâce à la radio. » Elle tentera de s'échapper du sous-sol, une fois sortie de la fosse et seule. Elle retirera la planche qui bloquait une fenêtre, mais une fois à demi dehors, elle reste coincée. Elle hurle alors et demande de l'aide en anglais et en espagnol, en espérant qu'un voisin l'entende, mais le seul qui vint était Gary lui-même. Il la ramena alors à l'intérieur, l'abattit avec un bâton et l'enferma à nouveau dans la fosse. Josefina ne restera pas seule avec son tortionnaire très longtemps, puisque le 3 décembre suivant, Heidnik ramène dans son sous-sol Sandra Lindsay, une jeune femme de 25 ans qui fréquentait l'Institut Elwyn de Philadelphie, une structure spécialisée pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle. Heidnik forcera Sandra à écrire une lettre à sa mère disant qu'elle avait quitté l'institut et qu'elle l'appellerait plus tard, et s'est même arrangé pour y faire déposer un tampon provenant de New York pour faire croire à la famille de Sandra qu'elle était partie loin de chez eux. La mère de Sandra n'y croira pas et ira signaler la disparition de sa fille à la police directement. Elle donnera même l'adresse d'Heidnik en leur disant qu'elle pensait qu'il la retenait en otage. En effet, Heidnik était déjà en lien avec plusieurs patients de l'Institut Elwyn. Tracy, la sœur de Sandra, retournera voir la police en soulignant le fait que sa sœur ne leur aurait pas écrit sans les appeler et demandera une analyse de la lettre. Mais la police croira à une simple fugue et mettra plus ou moins fin à l'enquête. Heidnik approfondira la fosse pour pouvoir y enfermer davantage de victimes jusqu'à ce qu'elle atteigne les 4 mètres de profondeur. Et c'est dans cette optique qu'il kidnappera Lisa Thomas le 23 décembre. La jeune femme de 19 ans était elle aussi une travailleuse du sexe, mais n'était pas en service ce soir-là. Elle se rendait chez un ami à pied quand Heidnik a arrêté sa Cadillac blanche à côté d'elle. Il lui a alors proposé de l'emmener là où elle se rendait et elle a accepté. Après qu'elle eut vu son ami, il l'a emmenée dîner au TGI Fridays sur City Line Avenue où ils ont mangé un cheeseburger avant de se rendre chez lui. Une fois à son domicile, ils regardent un film, ont des rapports sexuels, puis il l'étrangle et la conduit nue et menottée au sous-sol pour finir par la jeter dans la fosse avec Josefina et Sandra.
Le 2 janvier 1987, il kidnappe une quatrième femme, cette fois âgée de 23 ans et nommée Deborah Dudley. Deborah sera la victime la plus récalcitrante face à Heidnik. Il la battra pour qu'elle se laisse faire et demandera aussi aux autres captifs de la frapper à leur tour. Un peu plus de 2 semaines plus tard, soit le 18 janvier, il enlèvera Jacqueline Haskins, une jeune prostituée de 18 ans. Il lui proposera 500 $ en échange de ses services. Heidnik utilisera l'excuse d'un gâteau glacé qu'il devait mettre au frais pour l'attirer à son domicile. Malgré ses réticences, Jacqueline finit par accepter et monte dans la voiture. Ils vont chez lui, jouent à un jeu d'arcade, puis, comme pour les autres, il l'étrangle, puis la menotte et la met au sous-sol encore une fois. La victime dira au sujet de ce soir-là « Il m'a retiré mes vêtements, ma perruque et toutes mes affaires. Elles étaient toutes attachées, enchaînées. L'une était près de la table de billard et une autre se tenait debout à la fenêtre. » Je préfère vous prévenir maintenant, le récit de ce que ces femmes ont vécu est particulièrement dur à entendre. Josefina témoignera. Chaque jour dans cette cave était terrifiant. Au bout d'un moment, il a amené plus de filles, et tout le monde a suivi la même routine consistant à mettre les chaînes sur leurs chevilles, puis à rester dans le trou dans le sol. Heidnik était imprévisible. Nous ne savions tout simplement pas à quoi nous attendre quand il descendait les escaliers. Les victimes étaient donc très fréquemment enfermées dans la fosse, mais séparément. Il en laissait une dans le trou et faisait sortir les autres pour les diviser dans le but de garder le contrôle et d'éviter toute alliance possible. Il nommait l'une de ses captives responsable des autres et lui donnait l'ordre de surveiller que les autres se tiennent bien. Elles étaient encouragées à dénoncer leur père en échange d'un meilleur traitement. Elles étaient battues par Heidnik, notamment à l'aide d'un bâton dont le bout était orné de clous. Il les forçait aussi fréquemment à se battre entre elles. Il les affamait à tel point qu'un jour, l'une des captives a déclaré en voyant une pub de nourriture pour chiens à la télévision « Je pourrais manger ça tant j'ai faim ». À partir de ce moment précis, Heidnik les nourrira avec des sandwichs à base de boîtes de nourriture pour chiens. Les victimes seront aussi violées, tous les jours durant le premier mois, puis à peu près tous les 2 jours quand elles ont été plus nombreuses. Après les viols, il lui arrivait de récompenser ses victimes en leur donnant un cookie. Il les obligeait même à avoir des relations sexuelles les unes avec les autres. Enfin, il torturait ses victimes en leur plantant un tournevis dans les oreilles, dans le but de les rendre sourdes pour qu'elles ne soient pas en mesure de savoir s'il y avait une tierce personne dans la maison et donc de tenter d'appeler à l'aide. Jacqueline dira, au sujet des tortures, « Il a mis du scotch sur ma bouche et il a enfoncé un tournevis dans nos oreilles, puis l'a tourné. On pourrait penser qu'avec tous ces cris, quelqu'un pourrait entendre. Mais tu réalises que tu as du scotch sur la bouche. Le seul qui t'entendra pleurer, c'est ce mec. Il n'y a personne d'autre ici. » Gary Heidnik faisait fonctionner des radios et des télévisions en permanence afin de camoufler le bruit engendré par les sévices qu'il leur infligeait ainsi que leurs cris. Il déclara en 1991 dans une interview « J'étais assez conscient pour savoir. C'était un acte conscient de ma part. Comme un divertissement. Je savais pertinemment que j'étais en train de cacher des preuves. Rien ne fonctionnait. J'essayais de trouver quelque chose qui les fasse taire. J'essayais de trouver quelque chose qui les fasse bien se comporter. » Le 7 février 1987, Sandra Lindsay décède dans le sous-sol des suites de la combinaison d'une asphyxie, des tortures subies et d'une fièvre non traitée. Ça faisait 2 jours qu'Heidnik la laissait attachée par les poignets à une poutre et la battait dans le but de l'obliger à ingérer du pain et de l'eau. Gary Heidnik décrochera son corps. Il l'emmènera à l'étage et la démembrera à l'aide d'une scie électrique. Il placera des morceaux du corps dans le frigidaire et marquera dessus « Nourriture pour chien ». Il fait ensuite cuire une partie du thorax dans le four et sa tête dans une casserole. Suite à ces événements, un voisin se plaignit de l'odeur auprès de Gary et lui demanda des explications. Il répondit alors « Je n'ai rien senti, j'ai cuisiné,
Peut-être que vous n'aimez tout simplement pas ma cuisine. Suite aux plaintes du voisinage concernant des odeurs pestilentielles, un agent de police s'est rendu à son domicile. Il est resté sur place à peu près un quart d'heure, a toqué à la porte et a fait le tour de la maison pour tenter de voir ce qu'il se passait. Il finira par s'entretenir avec Heidnik, qui lui expliquera qu'il devait avoir de la viande avariée et qu'il s'était endormi en cuisinant, donc que son plat avait brûlé. L'agent quittera les lieux tout simplement. Josefina déclara au sujet de cette odeur « On a commencé à sentir cette horrible, horrible odeur. C'est une odeur que je n'avais jamais sentie dans ma vie entière. Quand il descendait pour coucher avec tout le monde, nous pouvions sentir l'odeur partout sur lui. » Jacqueline dira quant à elle « On pouvait sentir cette odeur sur ses cheveux, sur sa peau. » Heidnik aurait ensuite broyé les restes du corps de Sandra Lindsay au mixeur et les aurait mélangés avec de la nourriture pour chien avant de la donner à manger à ses victimes. L'avocat d'Heidnik dira plus tard que c'était son client qui avait lancé la rumeur de cannibalisme pour soutenir la thèse de la folie, mais qu'il n'y avait en réalité aucune preuve de ces faits. Le 19 mars 1987, Heidnik décide de punir Deborah Dudley. Il l'enchaîne et lui ordonne de descendre dans la fosse après y avoir mis de l'eau. Avec l'aide de Josefina Rivera, il l'électrocute en posant des câbles coupés sur ses chaînes. Il ordonnera ensuite à Josefina d'écrire et de signer une lettre déclarant qu'elle l'avait aidé à punir et à tuer Deborah. Il lui dira que cette lettre lui servira à l'impliquer si jamais elle allait voir la police et que s'il venait à se faire arrêter, il plaiderait alors la folie et ce serait elle qui serait enfermée à sa place. Dans un premier temps, il mettra le corps de Deborah dans le congélateur et finira par s'en débarrasser en allant l'enterrer avec Josefina dans les Pine Barrens du New Jersey. Josefina a peu à peu réussi à gagner la confiance d'Heidnik et lui propose un jour de l'aider à trouver une nouvelle victime s'il la laisse aller voir rapidement sa famille. Le 23 mars 1987, Heidnik et Josefina Rivera enlèvent donc Agnès Adams, une jeune travailleuse du sexe de 24 ans. Elle est mise en confiance par la présence de Josefina dans la voiture qu'elle connaissait déjà. Heidnik en est alors à sa 6e victime, toujours avec le même profil, une femme afro-américaine. Le lendemain, le 24 mars donc, il respecte son deal, conduit Josefina à une station-service et lui dit qu'elle a 15 minutes pour voir les membres de sa famille. Elle accepte et sort de la voiture. Elle marche calmement d'abord, puis une fois hors de son champ de vision, court jusqu'à la cabine téléphonique la plus proche et appelle le 911. Des agents se rendent sur place mais restent dubitatifs quant au récit de Josefina. Elle finit par leur montrer les blessures à ses chevilles causées par les chaînes. Les policiers se rendent donc à la station-service. Gary Heidnik est appréhendé, assis dans son véhicule. Quand la police arrive au domicile d'Heidnik, ils sont incapables d'ouvrir la porte à cause du système de verrouillage complexe mis en place par Gary. Ils finissent donc par défoncer la porte. Sur les instructions de Josefina, les policiers se dirigent directement au sous-sol et y trouvent 2 femmes enchaînées et recroquevillées au-dessus d'une couverture sale. Il s'agissait de Jacqueline Haskins et de Lisa Thomas. Ils en découvrent une 3e nue, en position fétale au fond de la fosse. C'était Agnès Adams. Les victimes ont donc été libérées de leur chaîne et sorties de la maison pour recevoir les soins médicaux adaptés dans une ambulance qui les attendait déjà sur place. En parallèle, des agents commencent à fouiller la maison. Ils trouvent alors des os qui ressemblent à des côtes humaines calcinées dans un plat dans le four et des traces de chair humaine dans le robot mixeur. En ouvrant le réfrigérateur de la cuisine, des agents tombent sur le reste des membres de Sandra Lindsay gelés et empaquetés dans des sacs. Ils trouveront 2 avant-bras, un bras, 2 genoux et 2 segments de cuisses, tous coupés à la scie. En tout, on décomptera presque 11 kilos de restes humains. Suite à tous ces événements,
Josefina Rivera sera vivement critiquée et accusée par les autres victimes de violence. Mais si elle a choisi de contacter la police ce jour-là, c'était dans le but qu'Heidnik soit appréhendé sans qu'il ne puisse se débarrasser des autres victimes, parce qu'elle savait très bien que s'il se rendait compte qu'elle avait prévenu les autorités, il s'en serait pris à elle. Son objectif était donc de protéger et de sauver les autres captives, mais pas seulement elle-même. Le procès a débuté courant juin 1988. Il dira pour sa défense que les femmes étaient déjà présentes dans la maison quand il l'a achetée et qu'il n'avait par conséquent rien à voir là-dedans. Il niera aussi les maltraitances et affirmera que Sandra Lindsay a été tuée par les autres femmes à cause de son homosexualité. Encore dans une tentative de se disculper de ce dont on l'accuse, Heidnik déclarera en 1991 « Si j'avais été un tortionnaire, pourquoi j'aurais attendu aussi longtemps pour commencer les tortures ? Les tortures et les douleurs n'ont commencé qu'après le 29 janvier. » Durant le procès et face aux témoignages accablants des victimes, la défense a voulu plaider la folie. Chuck Peruto, son avocat, a même admis être responsable du look de Gary au procès et avoir eu la volonté de donner une certaine image aux jurés. Il déclara plus tard à ce sujet « Si vous voulez démontrer que quelqu'un est fou, on doit le voir comme un de fou. » Cependant, ses placements financiers avisés et les 500 000 $ qu'il avait amassés l'ont trahi. Le paradoxe entre son image d'homme de Dieu respecté et l'atrocité de ses crimes a suscité beaucoup d'analyses de la part des professionnels de la santé mentale. On a affirmé que le motif de ces crimes était en fait le plaisir qu'il ressentait à voir les autres souffrir et son goût pour la domination. Autrement dit, les experts ont souligné le sadisme dont il avait fait preuve. Gary Heidnik, quant à lui, expliquera ses actes comme étant motivés par l'envie d'avoir des enfants qu'il pourrait garder auprès de lui et qui ne lui seraient pas enlevés comme les autres. Les experts ont mis en avant le fait qu'il apprécie profondément exercer un contrôle sur autrui et que s'entourer de personnes touchées par des handicaps mentaux permet d'exacerber son sentiment de domination. C'est quelque chose que l'on retrouve au sein de son église, au sein de ses ex-conquêtes ou encore au sein de ses victimes. Aucun consensus diagnostique n'a pu être établi entre les différents psychologues et psychiatres. Cependant, on a majoritairement parlé de schizophrénie paranoïde, un trouble dont la symptomatologie s'organise principalement autour d'idées délirantes et d'hallucinations auditives. D'autre part, on a aussi évoqué la psychopathie. Pour définir ce qu'est la psychopathie d'un point de vue purement psychologique, il faut savoir que ce n'est pas un trouble répertorié dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, plus communément appelé DSM. Mais il se rapproche énormément du trouble de la personnalité antisociale qui lui y figure. La psychopathie se caractérise donc par une incapacité à ressentir de l'empathie, par une instabilité affective et relationnelle, par une impulsivité et une imprévisibilité psychique et comportementale, par de l'irritabilité, de l'agressivité, une absence de remords, de l'indifférence, une incapacité à se conformer aux règles sociales, une intolérance à la frustration, une tendance à tromper par profit, par un mépris pour sa propre sécurité ou celle des autres, par de l'irresponsabilité, par le fait de rechercher à avoir de l'emprise sur autrui pour compenser un sentiment de désespoir, de vide ou encore pour fuir une angoisse. Une personne psychopathe va fuir son intériorité dans l'action et aura un répertoire émotionnel limité. Elle aura une faible maîtrise de soi, une absence de capacité à planifier sur le long terme de façon réaliste, une hyperactivité. Elle recherchera des sensations fortes, elle aura tendance à s'ennuyer, elle sera centrée sur ses besoins immédiats et sera très manipulatrice. Il faut savoir qu'une personne atteinte de psychopathie peut vite se sentir diminuée, déstabilisée, et cela va entraîner un sentiment de colère et possiblement l'agression de l'autre qui sera pour elle le moyen de reprendre le pouvoir sur une situation.
Un point important aussi est la sexualité qui s'inscrit dans la recherche de sensations et de nouveautés, ce qui peut conduire les personnes atteintes de psychopathie vers le sadomasochisme ou le sadisme. C'est un trouble qui est très fortement associé à la récidive et aux crimes violents. Le verdict tombe le 1er juillet 1988, après pas moins de 16 heures de délibération. Heidnik est jugé responsable pénalement de ses actes et est reconnu coupable de 18 chefs d'accusation, à savoir 2 chefs de meurtre au premier degré, donc avec préméditation, 5 chefs de viol, 6 chefs d'enlèvement, 4 chefs de voies de fait graves et 1 chef de rapport sexuel déviant involontaire. Il écope donc d'une condamnation à la peine capitale et est transféré à l'établissement correctionnel d'État à Pittsburgh. Au cours des mois qui ont suivi, Gary a tenté de mettre fin à ses jours en consommant une surdose de chlorpromazine, un antipsychotique qui lui était prescrit, mais il tombera dans un coma temporaire. Il insistera jusqu'à la fin en disant qu'il était innocent, mais qu'il acceptait son exécution quand même parce qu'il affirmait que tuer un homme innocent pourrait mettre fin à la peine de mort. Le 6 juillet 1999, soit le dernier jour de sa vie, Heidnik a vu sa fille, Maxine Davidson. Il a bu 2 tasses de café et a mangé 4 parts de pizza. Il a été exécuté à l'âge de 56 ans par injection létale à l'établissement correctionnel d'État de Rockview à Bellefonte, en Pennsylvanie. Personne ne fera les démarches pour récupérer son corps. Tracy Lomax, la sœur de Sandra Lindsay, déclara au sujet de l'exécution d'Heidnik : « Je suis allée à l'exécution, mais c'était trop calme et serein pour moi. Je pensais que l'exécution était quelque chose comme « retournez-vous et laissez-moi vous tirer dessus ». Au lieu de ça, ils ont juste planté une aiguille dans son bras. Il ne nous a jamais regardés, ne nous a jamais reconnus, jamais dit qu'il était désolé. Il n'a rien dit. Il n'a même pas regardé dans notre direction. Jacqueline Haskins dira que le voir mourir ne lui aura apporté aucune satisfaction. Josefina Rivera a quant à elle choisi de ne pas y assister, déclarant qu'il aurait mieux valu qu'il reste enfermé dans une cellule de 4 mètres carrés jusqu'à la fin de ses jours. En ce qui concerne les victimes aujourd'hui, on a assez peu de données concernant Lisa Thomas et Agnès Adams, mais l'on sait que Josefina, Jacqueline et Lisa vivent toujours avec des déficiences auditives en raison des tentatives d'Heidnik pour les assourdir. On sait que Jacqueline Haskins a gardé énormément de séquelles de cette période. Elle avoue être incapable de descendre dans un sous-sol, y compris le sien, 30 ans après ce qui s'est passé. Elle prend des traitements médicamenteux très stricts quotidiennement pour soulager son anxiété et souffre de flashbacks intenses. Jacqueline déclarera : « Je n'étais pas suffisamment informée en ce qui concerne ce qui m'est arrivé. C'est barricadé, caché, ça a fait quelque chose avec ça. » Elle explique avoir des épisodes dont elle est incapable de se souvenir et a, suite à ce traumatisme, développé une deuxième identité prénommée Donna. Le cadet de ses fils dira à ce sujet : « Elle rampait dans un coin. C'était comme si elle était encore au sous-sol. Elle n'était pas ma mère. » Son fils aîné complétera : « La dernière fois que je l'ai vue subir un flashback, elle ne savait pas qui nous étions. » Et il continue : « Gary Heidnik, je vais te tuer. » Puis, elle a attrapé l'objet le plus proche qui était une cuillère et elle m'a poignardé avec. Si cette cuillère avait été un couteau, je ne serais probablement pas ici. Concernant Josefina Rivera, on sait qu'après le procès, elle est retombée dans la toxicomanie et dans la prostitution. Elle déclarera : « On ne se remet jamais totalement d'une expérience comme la mienne. Il faut juste apprendre à vivre avec. » On sait qu'encore aujourd'hui, Josefina souffre d'attaques de panique, de troubles du sommeil, ainsi que d'épisodes dépressifs. Elle dira : « Mon temps dans la cave m'a changé pour toujours. J'ai continué à essayer de revenir à la personne que j'étais avant Heidnik, mais ce n'était tout simplement pas possible. » Peu à peu, elle a réussi à quitter le milieu de la prostitution et à travailler en tant que serveuse et agent de sécurité. Elle sortira aussi un livre du nom de Cellar Girl pour raconter son histoire. Elle vit aujourd'hui à Atlantic City,
s'est mariée et a retrouvé ses enfants en 2010. Elle est maintenant grand-mère de 6 petits-enfants. Josefina déclarera cependant « C'est une lutte constante, ce n'est jamais fini. Pendant longtemps, j'ai été hantée par Heidnik, par les femmes qui sont mortes à côté de moi. Mais plus maintenant. J'espère pouvoir inspirer d'autres victimes. » Aujourd'hui, la maison de Gary Heidnik existe toujours, mais le sous-sol a été condamné avec du béton et on a séparé la maison en appartements. Pour la petite touche cinématographique, c'est Gary Heidnik ainsi qu'Ed Gein qui ont inspiré le personnage de Buffalo Bill dans le film Le silence des agneaux. Si cette affaire t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like, à t'abonner en activant les notifs et à partager mon travail autour de toi. Moi je te dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prends soin de toi. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me.